Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de présentation du Scan Export 2025, donc un tout nouvel outil d'analyse des données du commerce extérieur. Donc je suis Corentin Bonnefoy, analyste territorial et sectoriel au sein du pôle intelligence économique et territoriale de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, donc l'agence de développement économique de la région. Je vais laisser Pierre Bérat, mon partenaire de la CCIR, se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Pierre Bérat, je suis directeur des études et de l'information économique à la Chambre de commerce et d'industrie Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon. Donc ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre des rendez-vous de la TFE, organisés à l'échelle de la région durant le mois de mai et juin. Ce travail d'analyse des données des douanes est issu d'un travail conjoint mené par la CCIR et l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises afin de mettre en avant les principaux chiffres clés des données du commerce extérieur, ainsi que les principaux produits porteurs en région. Donc identifier les couples produits-pays les plus intéressants et les plus dynamiques à l'échelle régionale. Donc l'analyse propose également une lecture approfondie de l'évolution des échanges pour les secteurs économiques clés de la région. Donc on vous présentera notamment les chiffres clés autour de l'industrie de la chimie, la mécanique, la métallurgie, les machines et équipements, mais aussi l'agroalimentaire et l'industrie de la santé. Quelques mots sur la méthodo, sans y passer beaucoup de temps, mais comme élément de cadrage. Donc, comme l'a dit Corentin, cette analyse conjointe partenariale, elle est issue en fait de réflexions qu'on a menées à la demande du G6 de la relocalisation, hein, qui est une instance pilotée par la région, partenariale, dans laquelle on retrouve les CCI, ARAE, les organisations patronales, et on avait travaillé déjà sur des données assez fines, d'une part sur les produits qui avaient été porteurs pour l'export régional dans la période post-Covid, comment suite au Covid, l'export régional était reparti, donc on avait analysé les choses de façon un peu fine sur cette période-là. Et puis plus récemment, on l'a fait aussi sur les données à l'importation, et pour voir notamment, là aussi, après la période Covid, qu'est-ce qui avait changé à l'importation dans les pratiques des entreprises. Et donc, ça nous avait ouvert sur une analyse de données des douanes. Donc là, on est sur des données, on parle uniquement des échanges internationaux de biens, non pas de services, hein, puisque ce sont les données douanières. Et le but, comme l'a dit Corentin, c'est d'essayer d'utiliser les données les plus fines en termes de produits, à la fois dans les évolutions et puis pour identifier les couples produits-pays qui sont les plus porteurs. Donc quand on dit les données les plus fines, pour ceux qui connaissent un peu la nomenclature, donc on parle de la nomenclature produit en CPF4, hein, des douanes, qui est le niveau le plus détaillé dont on dispose à un niveau régional, donc pour les exportations partant de la région vers l'international. Ce sont des exportations donc, qui sont des données brutes, c'est des données FAB, selon l'approche classique des douanes, et on est hors matériel militaire puisque ça ne s'est pas suivi au niveau régional. Alors cette approche CPF4, on en connaît les limites, hein, ce sont des données brutes, on est au niveau le plus fin, mais si vous voulez, la logique, c'est de se dire, on ne tire pas tous les enseignements de ces données-là, mais sans doute qu'en regardant finement les choses au niveau des produits, on peut tirer un certain nombre d'enseignements intéressants sur les secteurs, les produits qui sont porteurs et les débouchés en termes de pays, parce que les statistiques plus agglomérées, qui elles vont être plus fiables, comme on est sur des plus grands nombres et puis qui peuvent être redressées, qui peuvent être corrigées des variations saisonnières, ont l'inconvénient par contre justement d'être agglomérées, et donc de recouvrir des réalités qui sont très différentes en termes d'export. On le verra tout à l'heure en balayant un certain nombre de secteurs où on voit bien qu'une donnée globale peut masquer des évolutions différenciées très importantes selon les produits. Donc c'est important quand même de descendre un peu plus finement dans l'analyse produit quand on va regarder les marchés porteurs. Dernier point, c'est que c'est une analyse qui a priori sera annuelle, hein, ce scan export.
Donc là, on est sur la première édition avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise. Elle a vocation à se réaliser chaque année. Donc clairement, cette année, on est un peu sur un pilote, une démarche un peu expérimentale qu'on améliorera. Dans les améliorations, on essaiera notamment d'intégrer, mais on n'en a pas eu trop le temps cette année, des expertises produits ou des expertises débouchées en termes de pays qui permettront de confronter les analyses. Et puis le webinaire d'aujourd'hui, qui est aussi une première, sera aussi l'occasion peut-être que vous nous fassiez remonter vos réactions et vos suggestions pour qu'on puisse améliorer cet outil. Voilà Corentin, je te repasse la main. Parfait, merci Pierre. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter les principaux chiffres clés des données du commerce extérieur. Ensuite, Pierre vous présentera donc les couples pays-produits, donc les produits les plus porteurs à l'échelle régionale. Et ensuite, on conclura ce webinaire par un temps de questions-réponses. Vous pourrez justement nous questionner sur les différents éléments présentés. Donc au niveau des chiffres clés du commerce extérieur, au niveau macroéconomique, on se rend compte sur l'année 2024 que les exportations de biens et marchandises ont baissé de moins 0,8%. Mais dans le même temps, on se rend compte que les importations ont reculé de 2,1%. Donc on a une forme de redressement, on peut dire, du solde de la balance commerciale, même si on remarque que ce solde est à moins 4 993 millions d'euros. Et si on regarde sur un temps long, entre 2015 et 2024, on se rend compte que ce solde de la balance commerciale s'est détérioré et est devenu négatif à partir de 2017. Mais sur les 2 dernières années, donc sur 2023 et sur 2024, on se rend compte qu'on a une légère amélioration de ce solde de la balance commerciale. Au niveau des différents secteurs d'activité, donc on a 2 secteurs d'activité extrêmement forts, extrêmement dominants à l'échelle régionale. Donc on a d'une part la métallurgie, les machines et équipements et la mécanique avec plus de 20 milliards d'exportations en 2024. Et d'autre part, on a la chimie qui représente 16 milliards d'exportations en 2024. Par ailleurs, la chimie génère des excédents commerciaux à hauteur de presque 7 milliards d'euros, comme on le voit sur le graphique. On a également 4 autres secteurs forts à l'échelle régionale qui dépassent les 5 milliards d'euros d'exportation. Donc on a tout ce qui est numérique électronique avec 5 milliards d'exportations. Les mobilités, donc dans les mobilités, on inclut à la fois l'aéronautique, la construction automobile, la construction navale et ferroviaire. Et donc là, on a 5,2 milliards d'euros. On a également la plasturgie. Donc la plasturgie, on a 6,4 milliards d'euros. C'est un secteur fort de la région et on va le retrouver ensuite dans les chiffres au niveau national. Et enfin, on a l'industrie de la santé et l'industrie pharmaceutique qui représentent 8,5 milliards d'euros. Au niveau des secteurs qui débouchent, qui génèrent un excédent commercial, donc on a la chimie, on a également la plasturgie, donc avec plus 569 millions d'euros, mais également l'agriculture, le luxe et les matériaux hors du champ bâtiments et travaux publics. On a sur la dernière année 5 secteurs d'activité qui sont en croissance. Donc on a l'agriculture, le BTP, le secteur forêt et bois papier, les matériaux et la mécanique, la métallurgie et les machines. Au niveau national, la région Auvergne-Rhône-Alpes se distingue sur 3 filières clés. Donc la chimie, la plasturgie et le matériel électrique sont les 3 filières où la région Auvergne-Rhône-Alpes se classe en tête à l'échelle nationale. Mais on a également 2 filières extrêmement dynamiques et extrêmement importantes sur le territoire, donc la fabrication de machines et équipements, où on est le deuxième territoire derrière le Grand Est. Et ensuite, on a toute la fabrication de
produits métalliques, métallurgie, où la région Auvergne-Rhône-Alpes est en deuxième position à l'échelle nationale. Au niveau macroéconomique, on se rend compte que la région est la deuxième région d'export avec 71 milliards 274 millions, derrière l'Île-de-France avec 141 milliards d'euros. Sur les deux graphiques de droite, vous pouvez observer les exportations de l'industrie chimique et de parfums à l'échelle française. On se rend compte que la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec plus de 16 milliards d'euros, est d'assez loin la première région d'exportation à l'échelle nationale devant les Hauts-de-France. On se rend également compte quand on regarde la carte de la plasturgie que la région génère beaucoup de flux d'exportation à l'échelle nationale avec plus de 24% des exportations. On a également le matériel électrique où on est à plus de 17% des exportations nationales. Donc on a trois secteurs véritablement stratégiques et forts à l'échelle régionale. Au niveau des pays de destination, donc on a essentiellement des échanges intra-européens structurants à l'échelle régionale avec trois pays forts et stratégiques, donc l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Donc on a plus d'1 milliard d'euros vers l'Allemagne, plus de 7 milliards d'euros vers l'Italie et plus de 6 milliards d'euros vers l'Espagne. On a également des pays stratégiques au grand export avec les États-Unis, qui sont le cinquième partenaire commercial pour les exportateurs régionaux. On a également 4 pays asiatiques avec la Chine, la Corée du Sud, Singapour et le Japon. Et parmi ces 4 pays asiatiques, ce qui est intéressant de noter, c'est que 3 pays sont en croissance, notamment la Corée du Sud, qui a vu ses exportations augmenter de 15,2% et le Japon de plus de 28%. Singapour est aussi dynamique avec plus 7,1% sur l'année 2024. Donc on a des pays vraiment véritablement dynamiques. Au niveau des imports, donc on a aussi des échanges structurants à l'échelle européenne avec 14 des 15, 13 des 15 pays qui sont à l'échelle européenne. Donc on a la Chine qui est le troisième partenaire commercial en termes d'importation et on a les États-Unis qui sont le sixième partenaire commercial en termes d'importation. On retrouve également l'Allemagne et l'Italie qui sont des partenaires stratégiques en termes d'importation. On va ensuite rentrer un peu plus dans le détail à l'échelle des codes produits, donc des CPF4 que Pierre a évoqué tout à l'heure. Donc sur le secteur de la chimie, on constate que les principaux produits exportés sont les produits chimiques inorganiques de base. Donc dans cette catégorie, on retrouve notamment tout l'uranium enrichi et le pluton. Donc c'est notamment en lien, je pense, avec les activités d'enrichissement d'uranium sur le site d'Orano dans la Drôme. On a également les autres produits chimiques organiques de base avec 2823 millions d'euros. À noter, on a les parfums produits pour la toilette qui sont également un secteur fort à l'échelle régionale avec plus de 2 milliards d'euros. On a également les matières plastiques sous forme primaire, donc à la croisée des secteurs d'activité chimie et plasturgie, donc un secteur d'activité extrêmement dynamique à l'échelle régionale. Et on a également tout ce qui peut être pesticides, produits agrochimiques, peinture, vernis et revêtements de sol qui sont des produits d'exportation importants à l'échelle régionale. Lorsqu'on regarde ensuite les produits d'exportation pour la filière chimique, on constate que les États-Unis arrivent en tête. Donc on a une tendance au grand export pour tous les produits chimiques, puisqu'on a aussi la Chine et le Japon, qui sont des pays de destination assez importants. Et ensuite, on a les pays européens traditionnels, donc l'Allemagne, l'Italie, Espagne, Pays-Bas, Irlande, Royaume-Uni. À noter qu'on a également au grand export le Brésil, qui est un pays assez important sur l'exportation de produits chimiques. Au niveau de la balance commerciale, donc on constate que la chimie se porte véritablement très bien. C'est vraiment le poumon, on va dire, du commerce extérieur régional, avec des produits qui s'exportent très bien à l'échelle mondiale. Donc on a
notamment les produits chimiques inorganiques de base, qui génèrent un excédent commercial de plus de 2 milliards d'euros. Les parfums et produits pour la toilette génèrent également un excédent commercial de plus de 2 milliards. Ensuite, on a les pesticides, les produits organiques de base et les matières plastiques qui génèrent également un excédent assez important. Au niveau du secteur des machines équipements, donc on constate que la filière est concentrée sur notamment deux produits assez importants, donc le matériel de distribution et de commande électrique avec 1,9 milliard d'euros, et les machines pour l'extraction et la construction, donc avec 1,4 milliard d'euros. On sait qu'on a des acteurs assez importants en région, notamment avec Caterpillar à Grenoble ou Volvo à Belley. On a également les équipements aéroliques et frigorifiques industriels avec 886 millions d'euros qui sont extrêmement importants en région. Au niveau de la dynamique, on se rend compte que les exportations de machines et équipements ont baissé de 6% entre 2023 et 2024. Et si on regarde sur 2 ans, donc entre 2022 et 2024, on a une baisse de 2%. On a une forme de ralentissement des exportations à l'échelle régionale sur les machines et équipements. Ensuite, sur les principaux pays d'export, donc on se rend compte que l'Allemagne, les États-Unis et l'Italie sont les 3 principaux pays ciblés par les entreprises régionales fabricant des machines et équipements. Lorsqu'on rentre dans le détail, donc sur le matériel de distribution et de commande électrique, les pays ciblés sont majoritairement donc les pays européens, tandis que pour l'extraction et la construction, on a les États-Unis qui arrivent en tête avec également des pays européens traditionnels tels que l'Allemagne ou l'Italie. Au niveau de la balance commerciale donc du secteur machine équipement, donc on se rend compte que 2 produits tirent essentiellement la balance commerciale vers le haut, donc les machines pour l'extraction et la construction, et d'autre part le matériel de distribution et de commande électrique. On se rend compte également malheureusement que on a un déficit commercial assez notable sur de nombreux produits en termes de machines équipements, donc notamment les machines agricoles et forestières, avec moins 800 millions d'euros. On a également tous les autres matériels électriques et les machines d'usage spécifique avec moins 600 millions d'euros. Et on a également tout ce qui peut être équipement aérolique, moteur, matériel de levage, appareils électroménagers. On a une forme de dépendance à l'échelle internationale. En ce qui concerne le secteur de la métallurgie et des objets métalliques, on a un poids économique assez fort des métaux précieux. Donc avec Pierre, on a essayé de rentrer dans le détail pour essayer de comprendre un peu ces chiffres. Donc les métaux précieux comprennent l'or, les métaux extrêmement rares. Donc on peut supposer que ces chiffres vont sûrement baisser sur les futures années. Donc je pense qu'il faut pas forcément tenir compte, en tout cas pour à l'échelle macroéconomique. Mais par contre, les autres chiffres sont extrêmement intéressants. On constate que les autres produits métalliques sont assez importants à l'échelle régionale avec plus d'1 milliard d'euros. Les exportations d'aluminium, donc d'aluminium pur, sont aussi importants avec quasiment 900 millions d'euros. On retrouve également tous les produits de la sidérurgie, le cuivre, les autres métaux non ferreux et les vis et boulons. Et puis on a également tout le travail des métaux, donc avec les barres tirées à froid, les filtres effilés à froid, les tubes et les fils métalliques. Au niveau des dynamiques par produit, on se rend compte que la sidérurgie a vu ses exportations baisser de moins 10% en 2024. Les barres tirées à froid et les filtres effilés à froid sont aussi en déclin avec moins 16% sur l'année. Tandis que les exportations de matériaux bruts, donc par exemple l'aluminium ou le cuivre, sont en croissance légère, mais en croissance tout de même.
Au niveau des pays de destination de ces exportations régionales de produits métalliques et métallurgiques, donc on constate que l'Espagne et l'Italie représentent près de la moitié des exportations régionales. On a ensuite la Suisse et l'Allemagne qui sont aussi des marchés structurants pour ces produits-là. Et au niveau du grand export, donc on a principalement la Chine et les États-Unis pour l'exportation de ces produits métalliques. Au niveau de la balance commerciale, donc on se rend compte que les métaux précieux, l'aluminium, les autres produits métalliques tirent la balance commerciale vers le haut et génèrent un excédent commercial. Tandis que la sidérurgie, le cuivre, les autres métaux non ferreux, les structures métalliques, les tubes et tuyaux métalliques, au contraire, ont un déficit commercial assez notable en 2024. En ce qui concerne le secteur des industries agroalimentaires, donc on a principalement des exportations dans les eaux minérales et les produits laitiers, ce qui peut paraître assez logique compte tenu de l'implantation sur le territoire, notamment de grands groupes sur les eaux minérales, donc par exemple avec Evian, Volvic ou Padoua. La filière laitière est également très structurante à l'échelle régionale. C'est aussi assez logique de retrouver justement les produits laitiers avec plus de 400 millions d'exportations. Viennent ensuite le café a été transformé avec 365 millions d'euros. Toute la production viticole avec 296 millions d'euros. La production de cacao et de chocolat aussi qui est notable en région avec 274 millions d'euros. La filière agroalimentaire à l'échelle régionale a un déficit commercial de plus de 2500 millions d'euros. Donc on peut dire qu'on n'est pas totalement souverain sur l'industrie agroalimentaire à l'échelle régionale. Au niveau de l'évolution des exportations, donc on était à moins 2% entre 2023 et 2024. Et lorsqu'on regarde entre 2022 et 2024, on est à plus 4% des exportations. Lorsqu'on rentre dans le détail donc des principaux produits, on se rend compte que les exportations de vin donc, sont en baisse, assez marquée avec moins 12%. Tout comme les exportations de viande de boucherie et de plats préparés à l'export. A contrario, la production de chocolat, cacao, produits à base de viande, sont en hausse notable. Au niveau des pays de destination pour l'industrie agroalimentaire, on se rend compte que les exportations sont essentiellement européennes, ce qui est assez logique compte tenu des dates limites de consommation qui sont imposées aux fabricants agroalimentaires. Cependant, on peut constater que certains pays de grand export se démarquent, avec notamment les États-Unis, avec 254 millions d'exportations. Donc, on exporte essentiellement vers les États-Unis du vin et de la production de chocolat. On a également la Chine, le Japon, l'Algérie, le Canada et les Émirats qui sont des marchés assez importants au grand export. En ce qui concerne la balance commerciale des industries agroalimentaires, on constate donc que on a deux produits qui portent la balance commerciale, donc les eaux minérales et les boissons rafraîchissantes, et d'autre part la production viticole avec les vins de raisin. Donc on a 348 millions d'euros d'excédent commercial sur les eaux minérales et 250 millions sur les vins de raisin. A contrario, donc on a des produits qui ont un déficit commercial assez notable, donc notamment la fabrication de chocolat, de produits laitiers et de fromage, de café et de thé transformé, et toutes les préparations aussi à base de fruits et légumes. Bon, sur ce graphique, on se rend bien compte que on a de nombreux produits dans la filière agroalimentaire qui ont un déficit commercial assez important. Et donc pour conclure donc ces petits focus sectoriels, donc sur le secteur de l'industrie de la santé et de l'industrie pharmaceutique, donc on a
On a 8 milliards d'exportations en 2024 et 10 milliards d'importations sur la même année. Le principal produit exporté, donc, ce sont les préparations pharmaceutiques avec presque 4 milliards d'euros en 2024. On a ensuite tout ce qui est instrumentation et fourniture à usage médical et dentaire, donc on est sur toutes les technologies médicales, avec près de 2 milliards d'euros. On a également les huiles essentielles et les produits pharmaceutiques de base qui sont des produits structurants. Pas oublier également tout ce qui peut être textile, technique et industriel, donc qui sont des produits assez importants aussi à l'échelle régionale, et tous les équipements de scanners et d'irradiation médicale qui sont des marchés aussi importants. Donc les produits pharmaceutiques sont plutôt dans une phase de déclin, puisque les préparations pharmaceutiques sont stables, mais les produits pharmaceutiques de base sont en déclin de moins 10%. Tandis que tout ce qui concerne l'instrumentation et les fournitures médicales, on constate plutôt une augmentation légère, mais une augmentation tout de même de plus 3%. En ce qui concerne les principaux produits d'export, donc on a la Belgique et l'Allemagne qui sont les deux principaux produits d'exportation des technologies médicales et des produits de l'industrie pharmaceutique. On a également l'Italie, l'Espagne, la Suisse et les Pays-Bas qui sont des marchés structurants. Et au grand export, donc on a les États-Unis qui sont le 4e partenaire commercial sur les industries de santé et l'industrie pharmaceutique. On a également la Chine avec 193 millions. Et l'Algérie et Singapour sont aussi des marchés structurants et importants pour les technologies médicales. Lorsqu'on regarde la balance commerciale donc, de cette filière, on constate un déficit commercial notable en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, avec moins 2,7 milliards d'euros. A contrario, la région est plutôt bien positionnée sur tout ce qui concerne les textiles techniques et industriels, donc avec plus 83 millions d'excédents. Les huiles essentielles, avec plus 123 millions. Et les instrumentations et fournitures à usage médical et dentaire, donc avec plus de 199 millions d'euros. Voilà, on a fait le tour donc pour ces focus sectoriels, donc ces chiffres macroéconomiques sur les différents secteurs d'activité à l'export de la région. Si vous souhaitez peut-être en complément avoir des chiffres sur d'autres secteurs d'activité, vous pouvez nous poser des questions directement dans le chat. On vous répondra lors du temps de questions-réponses prévu à cet effet à la fin de la présentation. Merci Corentin. Donc là, on va passer sur la deuxième partie qui est donc celle des produits qu'on a qualifiés de porteurs hein, sur la base de ce qui s'est passé en 2024. Donc, comme je vous l'expliquais, la logique, c'est vraiment de se dire, on regarde au niveau le plus fin possible des produits, ceux qui ont tiré l'export l'année dernière. Et puis, une fois qu'on a fait cette identification, on regarde vers quel marché, vers quel pays cette dynamique s'est opérée pour arriver à des conclusions en termes de couple produit-pays. Donc pour les produits porteurs, les critères d'identification étaient les suivants. On s'est d'abord centré sur les exportations les plus importantes. Donc ça veut dire que c'est des produits qui sont exportés à au moins 50 millions d'euros depuis la région en 2024, sur lesquels la valeur exportée est plus importante que celle de 2019, hein, pour éviter les phénomènes d'à-coups et de hausse qui ne sont que des remontées en fait. Mais aussi pour tenir compte de produits qui peuvent être en émergence, on a pris ceux qui avaient entre 5 à 49 millions d'euros à l'export, toujours avec un niveau plus important en 2019, mais une forte progression en 2024, au moins 10%, ou une progression régulière sur plusieurs années. Et puis une troisième série de critères, des warnings. On a quand même regardé ce qui se passait en volume en 2024, dans le contexte de variation des prix, ce que ça donnait en volume, qu'il n'y ait pas eu de baisse en valeur au deuxième semestre, parce que ça veut dire que voilà, on aurait pu avoir un très bon premier semestre et pas un bon deuxième. Et puis très récemment, puisqu'elles sont sorties depuis peu, mais j'ai regardé aussi ce qui s'était passé au premier trimestre 2025 pour voir si certaines conclusions étaient déjà remises en cause.
Bien évidemment, vous avez compris que notre premier scan export sort à un moment particulièrement sensible et compliqué, hein, vu le contexte économique et le contexte international. Toutes les perturbations liées aux positions américaines depuis le début de l'année en matière de droits de douane, les questions géopolitiques. Donc, on est dans un environnement qui est particulièrement perturbateur pour les échanges internationaux. Donc, forcément, que notre analyse statistique, elle est rendue plus difficile. Conclusion de cette analyse des produits porteurs, donc on identifie 64 produits qui peuvent être qualifiés de porteurs sur 2024 et la poursuite 2025. Ces 64 produits représentent 29 milliards d'euros d'export, donc c'est 41% du total des exportations régionales en 2024. Donc ces 64 produits sur plus de 240, donc vous voyez qu'ils pèsent un poids important de l'export. En moyenne, leur progression elle a été de 11,9% sur l'année 2024 et ils ont dégagé un surplus de 3,1 milliards d'euros. Donc j'insiste sur cette notion de surplus parce que c'est après les écrans que vous allez voir sont basés sur cette notion-là. Le surplus, en fait, c'est la valeur additionnelle que ces produits ont amené à l'export en 2024. Donc c'est pas leur valeur exportée totale, c'est le plus qu'ils ont apporté à l'export en tant que produit porteur en 2024. Et vous voyez qu'au global, ce surplus, il est conséquent, hein, puisqu'il est de plus de 3 milliards d'euros. On peut passer au suivant, Quentin. Et voilà ce que ça donne en termes de représentation schématique et de hiérarchisation. Donc là, vous avez la répartition par produit et catégorie de produits du surplus. On a sorti, pour faire ce graphique, deux produits sur lesquels je vais revenir après, mais que Corentin a déjà évoqué, qui sont des produits particuliers et qui illustrent ce que je vous disais en introduction sur le fait que quand on est sur des catégories larges, on peut être biaisé par certains produits ou certaines évolutions. Et là, en l'occurrence, pour la chimie, c'est le poids de la chimie inorganique avec sa spécificité en termes de produits, puisque ça représente plus d'un milliard à elle seule. Et puis pareil pour les métaux précieux dans la métallurgie, c'est une somme, enfin c'est une valeur qui était très importante et une très forte contribution au surplus. Donc si on avait mis ces deux produits dans ce graphique, ils auraient occupé 80% de l'air. Donc ça a été des produits qui ont été très importants dans la dynamique export en 2024, mais ils sont un peu particuliers et donc je les ai sortis de ce graphique. Donc pour le reste, après, donc il reste 1,32 milliard d'euros de surplus à l'export qui sont représentés sur ce graphique. Et le premier élément que vous voyez, c'est qu'il y a plusieurs secteurs traditionnels de force, des points forts de la région qui ont contribué, et notamment deux d'entre eux qui représente près de 40% du surplus. Donc vous avez l'ensemble mécanique, métallurgie, machine, avec sa déclinaison qu'on verra plus tard, et l'ensemble qui est appelé ici énergie, qui est surtout en fait l'équipement électrique, matériel électrique. Vous voyez qu'à ces deux catégories de produits représentent près de 40%, ils ont contribué à près de 40% du surplus. Mais on retrouve aussi l'agroalimentaire, la chimie, le bois-papier, une filière qu'on oublie parfois, mais qui a contribué aussi, la mobilité de façon très focalisée sur certains produits et la santé, comme l'a dit Corentin, un peu moins cette année, mais la santé qui apparaît également et les matériaux. Donc voilà une diversité sectorielle qui a tiré l'export. C'est pas lié uniquement à certaines catégories de produits. Il y a une diversité sectorielle qui a permis cette dynamique. Donc on va en voir quatre là, et puis pareil avec les questions, on pourra, si ça n'a pas répondu sur certains secteurs, voir si on a les données avec ceux qu'on n'a pas couverts. Donc, si tu peux passer au suivant. Donc, pour commencer par le secteur chimique, donc là, vous avez vu que par rapport à ce que Corentin a montré, en fait, qui sont comment se répartissent nos exportations régionales sans notion d'évolution, comment elles se répartissent. Donc, il a fait la structure du commerce extérieur, enfin, de nos exportations. Là, ces slides-là sont centrés sur les progressions, les dynamiques, avec deux angles. Le graphique du dessus, qui sont les variations en pourcentage, donc qui montre les produits qui ont été plus ou moins dynamiques, et le graphique du dessous, qui ressemble à celui qui était précédent, c'est comment se répartit et se hiérarchise entre les produits et le surplus. Donc si on regarde en termes de produits les plus dynamiques, vous voyez que, et je réexplique que la chimie inorganique
on l'a sortie de cette analyse parce qu'elle elle représentait 87% à elle seule du surplus de la chimie et qu'elle intègre l'uranium, le plutonium enrichi. Donc, on voit bien que c'est une catégorie qui est quand même spécifique. Donc, si on regarde sur les autres produits, on voit que on a deux produits qui ont été très dynamiques, hein, avec des hausses plus de 6%, qui sont les cols et les peintures vernis encre d'imprimerie. Les huiles essentielles qu'on retrouve ici avec une progression, on va dire, modérée de 4%, mais ce qui est important avec les huiles essentielles, c'est qu'on est sur une croissance régulière depuis en fait la sortie du Covid, et que c'est un produit qui est moteur depuis plusieurs années. Et puis, dernière catégorie, alors qui est une catégorie reliquat, qui sont les autres produits chimiques, mais vous voyez, c'était inscrit dans le descriptif ce qu'on peut retrouver dedans, qui progresse encore un peu moins, mais qui en termes de surplus, parce que il représente une part plus importante de la chimie, il contribue quand même pratiquement aussi à 40% du surplus. Donc voilà, c'est ça les 5 produits qui ont tiré les exportations chimiques en 2024. Donc j'évoquais le contexte actuel, on sait que la chimie est quand même sous pression, hein, actuellement, compte tenu de la situation internationale, de l'évolution des prix. Mais voilà ce qu'on pouvait dire en 2024 sur les produits qui ont été moteurs. Oui, tu peux passer au suivant. Et alors après, dans un deuxième temps, donc comment ces produits porteurs, les choses se sont déclinées par pays. Donc le tableau du haut, en fait, il consiste pour chacun des produits, toujours pareil dans la logique de surplus à l'export, de repérer les pays qui ont le plus contribué à ce surplus. Et donc en fait, vous retrouvez en colonne les différents pays. Quand le pays a contribué à plus de 10% au surplus, vous avez 2 croix, et quand il est à plus de 5, c'est une croix, et on a retenu les 10 premiers pays. Donc le premier constat qu'on peut voir, c'est que la fameuse chimie inorganique de base, j'ai dit qu'il posait beaucoup, on retrouve, hein, le profil quand même nucléaire, parce que vous voyez les destinations qui ont été très, très moteurs, hein, qui sont le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon, donc un profil assez spécifique. Pour les 4 autres produits de la chimie, ce que l'on peut voir, c'est que on est d'abord sur des débouchés quand même européens qui ont été très, très porteurs l'année dernière. Ça restait quand même largement des destinations européennes. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que l'Allemagne, malgré sa situation conjoncturelle difficile, et où globalement, vous savez qu'en 2024, les exportations vers l'Allemagne ont reculé, ça n'a pas été un débouché porteur globalement, mais on voit que pour ces produits-là, donc on ne pouvait pas faire une généralité sur l'Allemagne, et ça restait un débouché porteur l'année dernière, ainsi que d'autres pays européens. Et en revanche, ces autres produits chimiques, tels qu'on les a définis précédemment, vous voyez qu'on est plus sur un profil un peu Europe, mais aussi grand export, avec un certain nombre de destinations en Asie, donc c'est la partie jaune du tableau, qui ont joué un rôle fortement porteur. On a regardé au-delà des pays porteurs les produits qui avaient pu être en retournement en 2024. Et c'est vrai que ça évoque un peu, quand on parle de la chimie, la situation conjoncturelle assez différenciée, les difficultés qu'il peut y avoir sur certaines activités, puisqu'on voit que sur la chimie organique, cette fois, de base, on a été sur un recul en 2024 assez important vers plusieurs pays européens, l'Algérie et des destinations asiatiques, et idem pour les pesticides. Donc voilà, là, sur ce secteur-là, les produits porteurs, c'était pas non plus un cas général. Deuxième zoom sur les produits porteurs, donc c'est sur le secteur de la mécanique, de la métallurgie et des machines. Donc là, pareil, comme on vous l'a déjà expliqué, les métaux précieux pèsent beaucoup dans ce secteur-là, et notamment en termes d'évolution et de surplus, hein, puisque les métaux précieux en 2024, c'était une hausse de 42% à l'export, et qui représentait à eux seuls 78% du surplus du secteur. Donc on est vraiment sur un cas là encore très particulier, et des ventes qui se font en proximité européenne. Donc pour pas biaiser complètement le tableau, je les ai sortis de cette représentation. Vous voyez qu'au-delà de ces produits, on a une dizaine de produits de ces secteurs qui ont été porteurs, avec souvent des variations qui sont très importantes, hein, puisqu'on en a 5 qui sont au moins à 10% de progression. Donc on est à un secteur qui a été quand même riche en termes de produits porteurs. On remarque dans ces pays une catégorie, les feuillards laminés à froid, donc pour tout le monde, pas forcément
ce que c'est, mais voilà une des productions de la métallurgie qui a été très dynamique, qui le reste en ces débuts d'année, avec une concentration de cette dynamique sur quelques destinations du grand export, comme on le verra après. L'aluminium, qui même si on est sur des progressions moins importantes, a quand même été à tirer l'export l'année dernière 2024, surtout sur des destinations de proximité en Union européenne, mais aussi sur quelques destinations plus lointaines comme la Corée du Sud et le Brésil. À noter que pour ce produit-là, puisqu'on est sur un produit directement touché par les questions tarifaires, puisqu'il a subi déjà des hausses tarifaires des États-Unis, c'est que vers les États-Unis, qui représentent quand même 12,6% des débouchés pour ce produit, l'aluminium, on était déjà sur des reculs à l'export en 2024 et au premier trimestre 2025, ce recul s'est amplifié, mais on voit que l'aluminium produit dans la région est tourné vers d'autres marchés. Donc vous retrouvez en haut le même tableau de répartition des produits de destination. Ce qu'on voit après en termes de produits porteurs qui ont été très dynamiques, ce sont les équipements aérauliques et frigorifiques, avec là un profil très largement européen, aussi donc essentiellement nos partenaires européens de l'Union européenne. Le Royaume-Uni aussi, qui sur beaucoup de produits est un débouché dynamique pour l'économie régionale, et l'Arabie Saoudite au Proche et Moyen-Orient. Là aussi, l'Arabie Saoudite avec les EAU, on le verra dans d'autres catégories de produits, ont été globalement des débouchés porteurs en 2024. En termes de retournement, et pour parler de cette catégorie, compte tenu du contexte mondial difficile, sans trop de surprises, tout ce qui était exportation de machines industrielles, on a été plutôt sur des reculs en 2024 et vers la plupart des destinations. Mais ça, c'est assez en lien avec la conjoncture mondiale. Ce qu'on peut retenir sur cette catégorie de produits, donc les machines industrielles, c'est que notamment il y a des reculs importants vers la Chine. Donc ça, c'est forcément une donnée importante aussi en termes de contexte géopolitique, de rééquilibrage des marchés. C'est que voilà, c'est un débouché chinois qui a été moins dynamique qu'il a pu l'être dans le passé pour ces catégories de produits. Si on globalise l'agriculture et les IAA, donc là, dans un contexte sectoriel de repli, comme l'a évoqué Corentin tout à l'heure, on voit quand même que sur l'agriculture et les produits agroalimentaires, on a une dizaine de produits qui ont été porteurs en 2024. Ce ne sont pas forcément les produits auxquels on s'attend quand on parle de l'agroalimentaire régional. Alors, il y a des catégories qui, là aussi, peuvent être peut-être un peu spécifiques parce qu'ils sont très dynamiques à l'export, mais on se rend compte que ce dynamisme est très concentré sur certains pays. Bon, c'est le cas des exportations de bovins où c'est essentiellement de l'export de proximité, Italie ou Espagne. Et l'autre catégorie, les produits à base de viande, qui ont été très, très dynamiques avec plus de 20% de hausse à l'export. Qui ont représenté une part conséquente du surplus, comme vous le voyez dans le graphique du bas, mais on est sur une exportation qui est très concentrée sur très spécifique sur le Royaume-Uni. J'évoque avant de passer aux autres produits et les pays, des produits qui sont en retournement sur l'agroalimentaire en 2024. C'est la catégorie des aliments homogénéisés diététiques qui ont été dynamiques dans les années précédentes, notamment en phase de sortie de Covid, qui étaient des produits porteurs dans l'agroalimentaire. Ça n'a pas été le cas l'année dernière, et même un repli très conséquent, oui, moins 24%, et très concentré aussi en termes de marché sur lesquels ces produits étaient positionnés, puisqu'on a, j'ai parlé d'effondrement dans le PowerPoint, mais bon, c'est le cas vers la plupart des pays du Maghreb et vers la Chine, avec une tendance qui se poursuit au premier trimestre. Donc c'est voilà des tendances défavorables, plutôt très focalisées sur certains marchés. Tu peux passer au suivant. Donc là, toujours le même tableau qui reprend les produits et en regardant les dynamiques que par pays. Donc, si on regarde ceux dont j'ai pas encore parlé pour l'instant et que Corentin a évoqué dans sa partie, c'est comme produits porteurs dynamiques qu'on retrouve effectivement le chocolat, confiserie, qui est en croissance depuis 2021, donc c'est une croissance régulière.
On n'est pas, bon, si vous appréciez le chocolat, vous savez que les prix ont monté, mais on n'est pas que sur une tendance prix parce qu'en volume, la hausse est également là. Et on se rend compte que pour cette catégorie de produits, qui reste porteuse d'ailleurs en début d'année 2025, on est essentiellement sur des marchés de proximité européens, là aussi l'Allemagne, hein, qui restait un marché dynamique et qui l'est toujours en début d'année, ou l'Espagne, et donc des produits qui sont très dynamiques sur notamment notre proximité. Ce qui est café été transformé, qui a aussi largement progressé, qui représente une part du surplus à peu près équivalente au chocolat. On est sur un profil assez proche, euh, avec de l'Europe de proximité, hein, Italie, Pays-Bas, et le Royaume-Uni qu'on retrouve à ce niveau-là. Autre catégorie de produits, mais qui est un peu différente en termes de profil export, c'est d'où l'intérêt de croiser les dimensions, c'est tout ce qui est les préparations et conserves à base de fruits et légumes. Donc là, on a un profil plutôt worldwide, c'est-à-dire qu'on a de l'Europe, clairement. Là aussi, on retrouve l'Allemagne ou les Pays-Bas. On retrouve le Royaume-Uni, une nouvelle fois. Mais on se rend compte que sur d'autres destinations du grand export ont été porteuses sur cette catégorie de produits, en Asie et au Proche-Moyen-Orient, notamment avec les Émirats arabes unis. Et puis enfin, les plantes aromatiques et médicales et médicinales. Là aussi, une catégorie, un produit qui est porteur depuis plusieurs années, il est en croissance depuis la sortie du Covid. Et là, ce qui est intéressant sur ce produit, c'est qu'on a à la fois là encore des pays européens, notamment des pays majeurs comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, mais on a d'autres destinations qui sont un peu plus, on va dire, particulières sur ce produit, hein, puisqu'on retrouve l'Australie ou Madagascar. Voilà. Et dernier secteur, dernier zoom sectoriel qu'on couvre, et après, encore une fois, s'il y a des demandes, on pourra en voir d'autres. Alors, ce qu'on a appelé l'énergie, globalement, parce que on ne l'a peut-être pas dit jusqu'à maintenant, mais cette répartition par secteur ne correspond pas aux catégories douanières habituelles que vous avez, mais on s'est calé sur les secteurs du SRDO2I, donc le schéma régional de développement économique d'industrialisation et d'innovation, je ne fais peut-être pas dans le bon ordre, donc qui est établi par la région et qui définit les secteurs prioritaires de la région. Donc on est calé sur ces secteurs SRDE2I, hein, dans ce travail qu'on fait avec l'agence. Et donc dans l'énergie, bon, on a à la fois les sources d'énergie, mais on a aussi tous les secteurs qui contribuent à l'énergie. Et ce qui apparaît assez clairement dans le tableau, vous voyez, c'est que ce sont beaucoup les produits de l'équipement électrique, le matériel électrique qui joue un rôle porteur à l'export. Notamment le matériel de distribution et de commande électrique, hein, qui, vous voyez, représente plus de la moitié du surplus dégagé à l'export l'année dernière. Donc, qui est une catégorie de produits qui a joué un rôle fortement moteur depuis ces dernières années, avec des débouchés qui sont surtout en Europe et au Moyen-Orient. Et là, une alerte sur le début 2025 où la tendance est en revanche moins bonne. Donc à voir si effectivement cette dynamique sur cette catégorie de produits se poursuivra en 2025. Mais en tout cas en 2024, c'était très porteur. On retrouve également dans ces équipements électriques les moteurs électriques et les génératrices, où là on est également sur un profil Europe largement, mais là encore des destinations grand export et notamment le Proche et Moyen-Orient qui apparaît aussi sur cette catégorie de produits. Ce qu'on constate sur ces produits de l'équipement électrique, c'est que, et on le verra l'année prochaine si c'est confirmé, mais qu'on est sur à la fois des destinations qui progressent fortement sur l'année et sur d'autres où il y a des forts reculs. Donc ça donne finalement plutôt une impression de redistribution des marchés, c'est-à-dire que ce qui a été très porteur une année n'est pas forcément le suivant. Donc on le verra encore dans le temps l'année prochaine. Mais globalement, voilà, c'est quand même des catégories de produits qui ont dégagé des surplus, qui ont été porteuses. Et puis je termine sur la catégorie des piles et accumulateurs électriques. Donc là aussi, porteur en 2024, mais en fait en croissance depuis 2020, avec de nombreux débouchés européens qui sont très porteurs. Encore une fois, l'Allemagne, malgré le contexte global plutôt défavorable, faisait figure de produits porteurs pour cette catégorie de produits l'année dernière. Et quelques États du grand export, notamment les États-Unis. Bon, vous voyez que ce n'était pas le cas pour les autres matériels, ce n'était pas un débouché porteur, mais en revanche pour les piles et accumulateurs, ça a été un produit très porteur en 2024 pour cette catégorie de produits.
Voilà, donc ça c'était les quatre zooms qu'on avait. Donc on a aussi des choses sur le bois papier, les mobilités, les matériaux et la santé. Donc on verra si on a le temps et si dans les questions il y a des besoins de faire des zooms sur ces secteurs. Et vous avez compris que ce scan export, il est aussi fait dans les données qu'on a analysées pour répondre ensuite à la demande, hein, sur des besoins particuliers qui pourraient se poser pour certains secteurs, certains produits. Et donc on peut retrouver facilement sur les secteurs qui vous intéressent. Je terminerai juste avant les questions sur la carte récapitulative un peu, voilà, de ces produits et débouchés porteurs. Donc sur cette carte, on a d'abord placé les pays qui sont en couleur, c'est les 35 premiers pays clients de la région. Donc ce sont nos 35 premiers pays débouchés. Et la couleur fait référence à la variation à l'export en 2024. Quand on est en vert, et plus on est en vert, plus on était sur des exportations qui progressaient en valeur, plus on était sur du orange, plus on était sur des pays pour lesquels l'ensemble des exportations de la région étaient en baisse plus ou moins forte. Donc le premier constat qu'on peut faire avec cette carte, hein, c'est qu'on retrouve bien la donnée globale qui a été présentée par Corentin du fait que l'année 2024 a été une année quand même de ralentissement économique, y compris à l'export, avec des difficultés dans beaucoup de régions du monde. Et donc, on voit bien que nos exports sur beaucoup de pays et beaucoup de nos principaux pays clients n'étaient pas les mieux orientés, puisque les zones oranges, vous voyez, l'emportent sur les zones vertes. Mais il y avait quand même un certain nombre de pays pour lesquels, globalement, nos exports étaient porteurs. Et en bleu, donc les disques bleus, ce sont le nombre de pays porteurs, de produits porteurs, pardon, pour lesquels le pays a joué un rôle de débouché dynamique. Donc vous voyez qu'on retrouve, comme on l'a déjà évoqué, plusieurs de nos partenaires européens, notamment voisins, Espagne, Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni sur lequel j'insiste, mais qui est un débouché malgré le Brexit, qui pour nous reste très, très intéressant. Donc on retrouve ces grandes destinations européennes. On retrouve les États-Unis avec un nombre conséquent de produits porteurs. On retrouve le Proche et Moyen-Orient, notamment l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, mais aussi Oman ou le Qatar, où voilà, ce sont des destinations où il y a eu qui ont joué un rôle pour plusieurs produits porteurs. L'autre constat qu'on peut faire, c'est que des pays vers lesquels nos exports ont été en déclin l'année dernière n'empêchent pas qu'ils ont pu jouer un rôle porteur pour certains produits. C'est le cas de la Chine. Donc si vers la Chine, l'année dernière, globalement, nos exports ont été mal orientés, on voit quand même que c'est un pays qui reste, qui continue à jouer un rôle pour certains produits, puisqu'il y en a plusieurs, effectivement, pour lesquels les exportations étaient très bien orientées. Donc c'est aussi l'intérêt de ça, c'est de voir au-delà des chiffres globaux par pays, de regarder, de voir que si on regarde dans le détail, il y a des produits qui sont porteurs sur des destinations où a priori la tendance n'était pas favorable. Et puis pour terminer, avant de laisser les questions, cette carte, elle est une autre illustration de ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est du contexte très compliqué que nous connaissons, d'incertitudes sur les droits de douane, d'incertitudes sur certaines zones géopolitique compte tenu des conflits qui se déroulent, je pense notamment au Proche et Moyen-Orient. On voit sur cette carte que plusieurs des destinations qui étaient très porteuses justement en 2024, on a un certain nombre d'incertitudes cette année, donc c'est le cas bien évidemment des États-Unis. Quels seront les tarifs qu'on va connaître dans quelques jours, quelques semaines, et quelle sera l'incidence sur la dynamique des produits qu'on constatait encore jusqu'en 2024. Donc ça, c'est bien sûr une des grandes questions. Le Proche Moyen-Orient, pour les raisons géopolitiques et de tensions et de guerre entre Israël et l'Iran, si ça devait s'étendre à toute la région, on voit que c'était une zone qui était très, très dynamique, quelle incidence ça pourrait avoir. Et puis vous voyez aussi sur la carte l'Algérie, vers laquelle les échanges étaient dynamiques l'année dernière, avec certains produits porteurs qui ont été tirés par ce pays. Et on sait que le contexte là aussi diplomatique fait que ça peut être un peu plus compliqué pour certaines exportations. Donc voilà, on a une carte qui donne ce résultat. Malheureusement, en ce début d'année, on a pas mal d'incertitudes, et y compris sur ces zones qui étaient plus favorables l'année dernière.
Voilà, on est un peu en retard sur le temps qu'on avait laissé aux questions, mais il reste encore un peu de temps. Merci Pierre pour cette présentation. Alors, on va regarder dans le chat si on a reçu quelques questions. Bonjour, cela a peut-être été évoqué en introduction. Va-t-on disposer du support de présentation? Merci à vous. Alors oui, le support de présentation sera envoyé à l'ensemble des participants au webinaire. Le webinaire sera également enregistré et diffusé sur la chaîne YouTube de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Donc, vous pourrez retrouver à la fois le support et la vidéo de présentation de ce webinaire. Et il y a une synthèse également, 8 pages, qui est d'ores et déjà disponible, enfin qui sera en ligne aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. On va publier une synthèse de 8 pages de cette étude Scan Export donc sur le site de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Mais ce 8 pages reste effectivement une synthèse, donc ça veut dire que ce qu'on vient de vous présenter de façon un peu rapide, j'imagine bien compte tenu du volume d'informations, mais les choses très détaillées par produit, par catégorie de produits, par pays, les coûts produits pays. Donc ça, vous les retrouverez effectivement plutôt dans le PowerPoint qu'on vient de vous présenter. Mais la synthèse a vocation à expliquer un peu la démarche et puis pour des acteurs qui ne sont pas en recherche spécifiquement d'une information sur un produit ou un marché, de voir les dynamiques globales de nos exports régionaux. Alors on a une autre question. Bonjour, je suis arrivé en cours de route. À quelle fréquence allez-vous réaliser cette étude une fois par an? Alors oui, tout à fait. Cette étude a vocation à être annualisée, donc on va essayer de la réaliser une fois par an. Généralement, donc les données du commerce extérieur sortent début avril. Donc dans le cadre de la pérennisation de cette étude, à mon avis, elle sortira généralement autour du mois de juin. Alors, on a une autre question. La zone Afrique francophone n'apparaît pas du tout. A-t-elle été observée? Pourrait-elle l'être? Quelles sont les tendances sur les grands pays francophones, Maroc, Côte d'Ivoire, Cameroun? Peut-être, Pierre, si tu as des éléments de réponse sur cette question? Alors, effectivement, elle ne ressort pas cette zone à l'issue de cette analyse, analyse produit-pays. Donc, parce que pour ces principaux produits, notamment sur cette carte qu'on a sous les yeux, parce que ces pays ne figurent pas dans les 35 premiers pays clients de la région. Il n'empêche, alors c'est pas très visible parce que bon, les points sont tout petits, mais vous voyez qu'il y a 4 ou 5 pays africains, de l'Afrique subsaharienne, qui ont joué un rôle porteur au moins pour un produit. Donc typiquement, même si c'est des destinations qui ne sont pas dans les premières destinations de l'export régional, on voit qu'effectivement sur certains produits spécifiques, ils peuvent jouer un rôle très porteur pour ce produit. Donc je ne vois pas la personne qui a posé la question, mais on pourra vous envoyer l'information sur ces produits porteurs sur l'Afrique subsaharienne tels qu'ils apparaissent sur la carte. Et après, ça ne veut pas dire que ces destinations ne sont pas des débouchés dynamiques. C'est juste qu'en termes de valeur, ils apparaissent pas dans les tout premiers. Mais ça n'empêche pas qu'ils puissent, pour certains produits, être quand même des débouchés intéressants et en progression. Mais quand on fait cette analyse de hiérarchisation, en fait, ils apparaissent pas sur ces produits porteurs comme ceux qui ont le plus tiré la dynamique export. Mais si tu vois, Corentin, le nom de la personne pour que je puisse faire Oui. passer après. Ouais, tu me le donneras et puis je ferai passer le détail sur les pays d'Afrique subsaharienne, sur les.
Anne-Sophie Douza. On a une autre question. Est-ce que les barrières tarifaires telles que le RSE, CSRD expliquent un peu la baisse des volumes export? Alors spécifiquement sur ces dimensions, c'est difficile à dire. Mais ce qui est certain sur ces questions, c'est que on en parle beaucoup maintenant parce que les tarifs et l'espèce d'escalade à laquelle on assiste, au moins dans les annonces depuis le début d'année, ont mis le coup de zoom sur cette dimension tarifaire. Mais on sait bien que effectivement tous les aspects, tous les obstacles non tarifaires aux échanges sont aussi importants. Et pour certaines catégories de produits, ça peut être un aspect effectivement de frein aux échanges qui est important. C'est la raison pour laquelle ce scan export, donc comme on vous l'a dit, c'est une première cette année. On a peu de laps de temps entre le moment où les données sortent et le moment où il faut présenter les résultats. En plus, il faut qu'on intègre ceux du premier trimestre qui sortent encore plus tard puisque c'est à la mi-juin. Donc on n'a pas eu le temps cette année, comme on le voulait à l'origine, de croiser les résultats de cette analyse quantitative avec des dires d'experts. Mais typiquement, c'est ce qu'il faut qu'on essaye d'améliorer pour l'année prochaine. Et donc, une fois que nous, on aura sorti ça en termes de résultats, c'est de confronter ça avec la vision que peuvent avoir des experts pays ou des experts produits, et pour arriver effectivement dans l'analyse à apporter des éléments qualitatifs ou des éléments de préconisation sur des aspects, y compris non tarifaires. Ça pourrait être effectivement une dimension qui serait très, très intéressante et à laquelle on pense. Ouais. On a une autre question. Pour une prochaine fois, il pourrait être intéressant d'avoir une vue globale, tout produit par pays, par exemple, l'ensemble des exports de et la balance avec les USA. Qu'en pensez-vous? Donc de faire des focus plutôt pays. Alors oui, ça pourrait être en effet intéressant de faire une analyse pays pour se rendre compte des différents produits exportés pour chaque pays. Par exemple, le détail des exportations de produits pour les États-Unis, pour d'autres pays européens. Euh, oui, ça peut être une proposition d'amélioration, tout à fait, hein. Alors ça, on le fait, nous, de façon régulière. Hein, Oui, là, l'idée de ce scan expert, c'était vraiment de donner un aperçu. C'est pas la vérité incarnée totale de l'aspect des choses. Hein, c'est qu'un élément d'information parmi d'autres pour donner des indications sur des marchés qui peuvent être intéressants et auxquels on ne pense pas forcément. Donc c'est un peu ça la vocation. D'analyser les échanges avec un pays, la logique elle est un peu différente, mais elle est effectivement très utile. Et pour vous donner une illustration, vous parlez des États-Unis, je crois, on a regardé là récemment, compte tenu du contexte et notamment de la guerre commerciale, ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est important de regarder dans le détail les chiffres, parce que si vous prenez les chiffres du premier trimestre 2025 vers les États-Unis, donc on vous a dit que sur le 2024, ça avait été un débouché qui était dynamique. Globalement, ça le reste début 2025. Donc, mais par contre, quand vous rentrez dans le détail des produits, vous voyez des choses très différenciées. Donc, on retrouve notre chimie inorganique qui joue encore un rôle très porteur et qui explique une large partie de la progression au premier trimestre. Donc, on est là sur une dynamique qui est très spécifique. Et après, quand vous rentrez dans le détail des produits, on voit des choses très différenciées, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont en recul très important au premier trimestre, d'autres qui progressent très fortement et pour lesquels on peut se poser la question du surstockage ou d'exportation anticipant des difficultés à venir en raison des droits de douane. Donc effectivement, cette analyse par pays, quand on est sur une dimension de relation entre la région ou la France et ce pays, est tout à fait utile et on le fait. Et c'est vrai que dans le scan export, peut-être un des développements pourrait être aussi que, en fonction d'actualité, on retienne chaque année quelques pays et qu'on ait cette approche, comme le suggérait la personne, de faire un point global sur l'export vers ce pays-là. mm, tout à fait, parce que les barrières tarifaires peuvent avoir un impact, mais on a aussi tous les accords de libre-échange. Donc ça Mmh. peut être aussi intéressant d'analyser les pays de ce point de vue-là, tout à fait.
On voit par exemple, pour faire le lien avec ce que vient de dire Corentin, que la Corée du Sud, effectivement, qu'on a évoqué comme étant un débouché qui a été porteur pour un certain nombre de produits, avec lequel il y a depuis un certain nombre d'années un accord de libre-échange. C'est vrai que c'est intéressant de revoir globalement le contenu de nos échanges export et import avec ce pays et à la fois les produits qui sont porteurs, mais comment se passent les choses en termes de balance commerciale aussi, puisqu'à l'import, c'est aussi les importations qui progressent. Je crois qu'on a fait le tour des questions. On vous remercie hein, pour cette participation donc, à cette première édition du Scan Export 2024. Donc, le support de présentation vous sera envoyé directement par mail. La vidéo sera disponible sur YouTube. Et puis, si vous souhaitez nous poser des questions, donc on a mis notre mail respectif avec Pierre directement sur la présentation. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions plus spécifiques sur certains secteurs d'activité ou sur certains pays cibles euh, en lien peut-être avec votre activité économique. Ou suggestions, hein, questions ou suggestions, si vous avez des réactions à cette présentation, des chiffres qui ne correspondent pas à la vision que vous avez d'un marché, d'un pays, justement, parce que c'est aussi intéressant d'avoir cette interaction avec vous, ou des idées d'amélioration ou de choses qui pourraient vous être plus utiles. On est vraiment dans cette logique de construction encore sur cet outil. Exactement. Merci à tous. Merci pour votre attention.